Bonjour à tous, cette présentation intitulée Tricherie dans le sport, exemples, controverses et problématiques a pour but de vous montrer un petit peu quelques exemples contemporains et plus anciens de tricherie dans le sport, mais également de controverses et de problématiques avec par exemple des exemples involontaires de problématiques de genre. Donc les premiers cas, c'est plutôt des tricheries. Dopage d'âge, le but être le plus vieux dans les catégories dans les sports à catégorie d'âge, donc avoir 24 ans chez les moins de 18 ans. On a plusieurs controverses ces dernières années qui sont apparues. Euh, une controverse qui avait fait beaucoup parler, c'était celle de ce joueur de la Lazio de Rome, Minala, qui était censé avoir 17 ans. C'est vrai que sur la photo, il fait peut-être un peu plus âgé que 17 ans. On ne saura jamais. C'est vrai que cette problématique d'âge est très très fréquente en Afrique avec des gros problèmes d'état civil. Et je me souviens notamment que lors du dernier congrès de la SOFMER, on avait un médecin africain qui présentait les résultats lors d'une compétition de football en U17 où ils avaient fait des IRM osseux à tous les joueurs. Il y avait une équipe d'un pays africain qui avait été exclue puisque 7 joueurs n'avaient probablement pas l'âge requis pour participer à la compétition. Donc Minala, 17 ans, une autre photo qui avait fait beaucoup parler, championnat cadet, donc 16 ans de cross-country, avec cet athlète qui est censé avoir 16 ans. Taribo West, avec notamment l'interview d'un de ses coéquipiers. Taribo West était un ancien joueur de football d'Auxerre hein, qui avait joué en Angleterre. Et lors de son arrivée en Angleterre, on a un coéquipier qui dit dans une interview, il nous a rejoint en disant qu'il avait 28 ans. Nous avons seulement découvert plus tard qu'il était âgé de 40 ans. Mais il jouait encore si bien que je ne regrette pas de l'avoir pris dans mon équipe. C'était le coach, pardon, pas un coéquipier. Maintenant, d'autres exemples plutôt de tricherie, avec l'exemple le plus connu en haut à gauche, Ali Dia. Ali Dia, c'était un joueur de football d'un niveau très modeste. Il jouait en France à Saint-Quentin, je crois, dans les Yvelines. Donc niveau plutôt CFA, régional. Et qui téléphone en se faisant passer pour George Weah à un entraîneur d'un club de football de première division en Angleterre, à Southampton. Et il dit à l'entraîneur, bonjour, je suis Georges Weah, j'ai mon cousin Alidia qui est international, qui cherche un club, qui a joué au PSG. Est-ce que tu pourrais pas lui donner un coup de main? Donc l'entraîneur de Southampton le prend à l'essai pour une semaine. Et puis il devait l'aligner le samedi avec l'équipe réserve pour un match pour un peu le jauger. Malheureusement, le match avec l'équipe réserve est annulé. Et Alidia, par un concours de circonstances extraordinaires, se retrouve sur le banc de l'équipe première, puisque 3 joueurs se sont blessés à l'entraînement. Donc il est sur le banc de touche, et en début du match, on a un joueur, le titulaire en attaque, qui se blesse. Et donc l'entraîneur fait rentrer Alidia, donc qui va jouer une vingtaine de minutes en première ligue en Angleterre. Et puis, lors de son entrée, on s'aperçoit qu'il n'a pas du tout le niveau. Et ses coéquipiers diront dans une interview, on aurait dit Bambi sur la glace. Donc vraiment un match catastrophique d'Alidia. Le coach le fait même sortir, je crois, au bout de 20 minutes. Et là, on découvre le poteau rose. En fait, c'est pas du tout le cousin de Georges Weah. Et il sera exclu plus tard. Autre exemple, un joueur français cette fois-ci, Grégoire Axelrod, qui jouait au PSG, mais avec, je crois, en équipe D, donc en division d'honneur. Et un jour, il visite le Parc des Princes et il demande à l'hôtesse qui lui fait la visite du Parc des Princes, prends-moi en photo avec le maillot. Il se crée aussi un site internet à son nom où sur ce site internet il alimente de rumeurs où il met Arsenal s'intéresse à Grégoire Axelrod, tel club s'intéresse à lui, voilà. Et puis il finit avec ce site internet, avec ses photos, il se fait passer pour un joueur du Paris Saint-Germain, il finit par trouver un essai au CSKA Sofia où il signe un contrat au CSKA Sofia de footballeur pro.
Le soir même de la signature de son contrat, donc il est présenté aux fans comme joueur du PSG qui vient de signer. Et des fans du CSKA Sofia vont sur le forum du Paris Saint-Germain en disant voilà, on vient de signer ce gars-là, qu'est-ce qu'il vaut? Et là, le poteau rose explose. Et les fans du Paris Saint-Germain répondent à ces fans du CSKA Sofia, en fait, ce gars, il joue pas au PSG, il joue en équipe d'honneur. Donc le lendemain, l'imposture est découverte, il est exclu. Alors j'ai vu qu'il voulait en faire un film normalement, il va y avoir un film. Il a fait un bouquin qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, son bouquin, mais il vient de sortir. Bon, moi je l'achèterai pas parce que je trouve que c'est un bouquin qui cautionne la mythomanie, enfin le mensonge, peut-être pas la mythomanie, hein, mais le mensonge. Kevin Pariente, c'est un joueur de football, pareil, d'un niveau moyen, mais qui est, en plus d'être joueur de football, il est agent de joueur. Et il appelle un club au Portugal et il dit, voilà, j'ai un super joueur qui est libre, qui n'a pas de club. Est-ce que tu voudrais le faire signer? Ok, on le fait signer. Sauf que le problème, le joueur, c'est lui. Donc il s'est vendu à lui-même. Dernier exemple en date, Barclay Miguel Panzo, qui est pareil, un joueur de niveau régional, mais qui avait fait une fausse page Wikipédia à son nom, avec des fausses stats. Il avait marqué qu'il avait joué à Queen's Park Rangers, qu'il avait marqué 28 buts dans la saison, enfin, il n'y avait que des fausses stats sur sa page Wikipédia. Et qui signe en deuxième division, je crois en Lituanie, ou en première division en Lituanie. Pareil, l'imposture est découverte et il sera viré. Autre problématique, la tricherie sur le genre. Alors il peut y avoir des tricheries volontaires et involontaires. L'équipe de football d'Iran, sur cette photo, je crois que 8 joueurs étaient des hommes. 8 joueurs sur l'équipe féminine d'Iran étaient des hommes. C'est vrai que quand on voit la photo, certains joueurs peuvent poser question, effectivement. Alors, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était involontaire? Est-ce que on va en discuter un petit peu plus loin, avec notamment la définition du genre. On a des athlètes qui sont intersexués, avec des cariotypes mosaïques XX et XY, qui ont pour conséquence une hyperandrogénie. L'exemple le plus connu, c'est Caster Semenya, qui est cet athlète hyper androgène avec une sécrétion endogène de stéroïdes plus importante que les athlètes féminines non intersexuées. Clairement, ça donne une nette euh, amélioration des performances sur le demi-fond, et c'est pour ça que Caster Semenya a été championne de 800 mètres. Euh, ces athlètes intersexués seraient très présentes dans le demi-fond. Après, c'est pas du tout du coup une tricherie volontaire, puisque Caster Semenya le dit elle-même en interview. Moi, je suis né comme ça. Alors, la problématique, du coup, c'est qu'elle a dû prendre des hormones pour diminuer cette hyperandrogénie. Et les athlètes intersexes sont autorisés à courir lorsqu'ils ont un taux de testostérone qui rejoint le taux des athlètes féminines non intersexuées. Et c'est vrai que pour Caster Semenya, c'est très compliqué. Elle le dit dans les interviews que prendre ces hormones a été très difficile pour elle. Notre exemple, Stella Walsh, pareil, athlète intersexuée. Au JO de Tokyo en 1964, Jean-Pierre de Mondenard estimait que 26,7% des médaillés d'or n'étaient pas des femmes authentiques, à tel point qu'en 1968, un test de féminité devient obligatoire. Jusqu'en 1993, 96 au JO d'Atlanta, dès l'apparition de ce test de féminité obligatoire, certains athlètes ont disparu des radars, comme ces athlètes russes de lancer en dessous, Irina et Tamara Press, qui étaient multi-championnes du monde et qui, quelques semaines avant les Jeux Olympiques de 1968, ont totalement disparu des radars. Elles étaient soi-disant parties soigner leur mère malade, puis on les a plus jamais revues. Donc l'introduction des tests de féminité a arrêté les carrières de certaines athlètes. Alors, on a eu des changements de genre avec des athlètes féminines qui plus tard sont devenues des hommes. Zdena
Kubkova, qui est devenue Zdenek Kubek, Doria Reichen, qui était devenue plus tard Heinrich Reichen, Marie-Louise Edith, devenue Marc Edith. Donc là aussi, est-ce que ces troubles de genre, c'était plutôt des athlètes hermaphrodites? Est-ce que c'était volontaire? Difficile, voilà, il n'y a pas d'accusation de tricherie volontaire. Euh, des fois, on est vraiment à la limite, effectivement, de la tricherie volontaire avec cet exemple, Marie Grégory, qui est une athlète transsexuelle qui bat le record mondial de powerlifting. Sauf que le problème, ben, elle n'a réalisé aucune transition. C'est-à-dire que c'est une athlète transsexuelle homme qui n'a pas fait de transition, pas pris d'hormones, pas de chirurgie de changement de sexe, qui s'inscrit dans une compétition de powerlifting femme et qui, du coup, dans les sports de force, ben, les hommes ont beaucoup plus de testostérone, beaucoup plus de masse musculaire, et bien elle bat le record du monde. Et là, clairement, ça pose un problème en termes d'équité lors des compétitions. Et ce problème-là a été soulevé par un rappeur anglais qui s'appelle Zoubi et qui s'est inscrit dans une compétition de powerlifting féminin. Donc là, il est en photo, aucun contrôle à l'inscription de sexe. Donc il s'inscrit en compétition de powerlifting féminin et bat le record du monde de deadlift. Donc en fait, il s'était inscrit pour monter un petit peu l'incongruité et toutes ces problématiques de genre qui vont se poser plus tard pour les athlètes transgenres. Clairement, il va y avoir des difficultés d'équité et de classement de ces athlètes. Et je pense que ça nécessite vraiment un débat en vue des futures compétitions. En handisport aussi, on parle toujours de la valeur du handisport, des valeurs morales du handisport, mais là aussi on a des cas de tricherie, avec notamment en 2000, lors des Jeux Olympiques de Sydney, l'équipe d'Espagne des déficients mentaux qui n'avait pas effectué les tests de QI nécessaires. Normalement, pour être au JO dans la catégorie des déficients mentaux, il fallait avoir un QI inférieur à 75. Et en fait, on s'est aperçu que la très grande majorité, voire tous les joueurs de l'équipe de basket d'Espagne n'étaient pas déficients mentaux. Il y avait un journaliste qui s'était infiltré dans cette équipe et qui a ensuite publié un article pour là aussi faire découvrir l'imposture. L'équipe d'Espagne inscrivait des athlètes non déficients mentaux pour gagner des médailles. Donc clairement, voilà, pas du tout éthique. D'ailleurs, je crois que il a fallu attendre 2012, de 2004 à 2012, il n'y a pas eu de catégorie déficients mentaux à cause de ce scandale. Monique van der Vorst, c'était une athlète paraplégique qui gagnait énormément de compétitions en fauteuil, marathon. Et en fait, un jour, elle est reconnue dans un magasin de vêtements où elle est sur ses deux jambes, où elle marche. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle n'était finalement pas paraplégique. Donc, elle avait réussi à passer sur les radars et sur euh, tous les tests de déficience, pardon. Thomas Holzner, positif aux stéroïdes au JO de 2002 à Salt Lake City. Donc on a des cas de dopage. Je pense aussi, là j'ai pas fait de diapo là-dessus, mais je pense aussi au tennis fauteuil. Le tennis fauteuil, vous avez uniquement deux catégories. Donc tennis fauteuil pour les paraplégiques et quad tennis pour les tétraplégiques. Malheureusement, la catégorie tennis fauteuil peut aussi bien regrouper des athlètes amputés de jambes, des athlètes paraplégiques. Et notamment, il y a un athlète, alors je crois que c'est Alfie Hewitt, qui est un athlète anglais qui a une séquelle de maladie de Lech-Perthes-Calvé. Et là aussi, ça pose des problématiques parce que cet athlète, du coup, n'a pas de déficit au niveau du bassin et il se retrouve dans la même catégorie que des athlètes paraplégiques hauts qui n'ont pas de tonus abdominal. Et donc, ça pourrait lui donner une nette supériorité. Normalement, dans les prochaines années, la classification du tennis devrait changer pour avoir un peu plus d'équité. Enfin, pour finir, une des spécificités du dopage handisport chez les sportifs fauteuils, c'est le boosting, qui consiste à un déclenchement d'une hyperréflexie autonome par automutilation. L'athlète va clamper sa sonde urinaire, fracturer des doigts, des orteils, se scarifier les cuisses pour déclencher une hyperréflexie autonome.
c'est-à-dire une mise en branle du système nerveux autonome qui va provoquer une augmentation de la fréquence cardiaque, une vasoconstriction, une augmentation de l'hypertension, de la pression artérielle, et qui va aller jusqu'à une amélioration du rendement et va permettre d'améliorer le temps jusqu'à 10% chez les marathoniens selon l'étude de Meredith en 97. C'est d'ailleurs pour cela que les escarres chez les sportifs fauteuils sont une contre-indication à la compétition en handisport. Donc le boosting qui est apparemment serait très pratiqué en handisport. Voilà pour cette présentation qui n'a pas pour but de faire des controverses, mais plutôt pour but de montrer les réflexions qu'il faut avoir sur toutes ces problématiques de genre qui vont dans l'avenir, à mon avis, être poser de plus en plus de soucis en termes d'équité et rendre peut-être les compétitions et notamment les règlements de compétition de plus en plus complexes.